Bonjour, aujourd'hui seconde vidéo sur le multivers dans laquelle je vais discuter en fait du statut épistémologique de cette intéressante hypothèse. Alors on a vu dans la vidéo précédente que des approches très diverses de physique fondamentale suggéraient de façon quasi générique en fait l'existence du multivers, donc contenant un nombre très très grand, même dans certains cas infini, d'univers. Et dans chacune de ces théories, en fait, il faudrait rajouter des contraintes vraiment drastiques pour réduire en fait le nombre d'univers possibles à un seul, qui serait le nôtre, tandis que sans des contraintes de ce type, eh bien, les théories en question, elles paraissent en fait beaucoup plus pures et élégantes dans une certaine mesure, même si cette simplicité ontologique, disons, s'obtient au prix d'un foisonnement d'univers distincts. Alors ces théories révèlent aussi des multivers aux formes très variées, comme je l'ai décrit dans la vidéo précédente. Par exemple, dans le multivers de l'inflation chaotique, les univers différents sont séparés par des distances colossales. Dans le multivers de la théorie des cordes, ils se déploient dans les dimensions supplémentaires de l'espace. Dans celui de la gravitation à boucle, ils se succèdent au cours du temps, séparés par des phases de rebond. Dans celui de la mécanique quantique façon Everett, ils divergent le long de lignes de temps différentes, tout en coexistant dans le même espace, et ainsi de suite. Alors malgré tout, si l'on se contente de chercher une solution au problème du réglage fin des paramètres de l'univers que j'ai évoqué dans la précédente vidéo, on n'a pas en fait à se soucier vraiment de ces subtilités, parce qu'à ce niveau, tous les multivers sont plus ou moins équivalents. Alors le fait qu'un certain nombre de théories récentes de la physique fondamentale, mais pas toutes quand même, dont la plupart donc prédisent une forme ou une autre de multivers, est-ce que ça ajoute en fait de la crédibilité à l'existence effective de multivers? Alors on a envie de le croire, si l'on se souvient que la théorie pure a maintes fois dans l'histoire prédit de façon correcte des phénomènes qui n'avaient jamais été observés auparavant. Alors on cite souvent, parmi d'autres, l'exemple du positron. C'est l'antiparticule de l'électron. Alors je rappelle, en 1928, Paul Dirac a écrit l'équation relativiste décrivant l'électron. Il s'est aperçu qu'elle admettait des solutions mathématiques dont une partie seulement correspondait à l'électron et l'autre partie ne semblait avoir aucun sens. Alors, en 1931, quand même, il a fini par lui donner un sens physique en proposant l'existence d'une nouvelle particule, il l'a appelée anti-électron. Et ce dernier a effectivement été découvert l'année d'après dans les rayons cosmiques. Et puis, d'autres objets de la physique, aussi fondamentaux que les neutrinos, les étoiles à neutrons, les trous noirs, les ondes gravitationnelles, ou encore le boson de Higgs-Engler, ont également tous été prédits par de pures spéculations théoriques, avant d'être découverts par l'observation ou l'expérience. Alors tout de même, par rapport au cas précédent que je viens de citer, le cas du multivers pose des problèmes spécifiques d'ordre épistémologique. Alors le premier de ces problèmes, c'est celui de sa vérifiabilité. Une preuve directe de l'existence d'un multivers est clairement hors d'atteinte actuellement, mais ce n'est pas forcément une objection fatale, parce que ça a aussi longtemps été le cas pour les trous noirs, dont l'existence ne reposait que sur des preuves indirectes, jusqu'à leur récente détection fin 2015 par le biais des ondes gravitationnelles émises par la coalescence de couples de trous noirs, en tout cas interprétées comme telles, et puis surtout la première image télescopique du trou noir supermassif au centre de la galaxie Messier 87 qui a été délivrée en avril 2019, donc il y a tout juste un an. Alors, en revanche, une preuve indirecte de multivers, c'est envisageable. Andrei Linde est le premier physicien à avoir proposé un modèle relativement précis de multivers. Alors je rappelle que l'idée clé de la cosmologie inflatoire, c'est d'engendrer de vastes régions de l'espace qui sont causalement indépendantes, c'est-à-dire qui n'ont jamais interagi entre elles, et chacune de ces régions étant donc équipée de propriétés physiques différentes. Et notre univers observable serait juste un tout petit sous-ensemble homogène de l'une de ces régions extraordinairement dilatées. Alors, pour faire la distinction entre des régions
exponentiellement agrandi de l'univers pouvant ressembler éventuellement au nôtre, et d'autres univers qui sont bien plus hypothétiques, hein, qui seraient entièrement déconnectés les uns des autres, mais prédits dans d'autres modèles d'inflation, ben, Linde les a appelés des mini-univers, ou encore des univers de poche. Voilà. Et dans ce cas particulier, ben, le terme multivers s'applique donc à l'ensemble des univers de poche, au sein en fait, d'un univers unique, mais qui est immensément agrandi. Alors des chercheurs ont récemment cru relever dans le rayonnement fossile micro-ondes, hein, je rappelle cet écho refroidi du Big Bang, il y a des traces de collision entre des mini-univers à la Linde et notre propre univers observable. Voilà. Bon, mais ces observations font appel à un tel nombre d'hypothèses et d'interprétations vraiment tirées par les cheveux qu'elles n'ont, à mon sens, aucun degré de crédibilité, du moins tant qu'on n'aura pas éliminé toute interprétation alternative. Voilà, ce qui, à mon sens, ne risque pas d'arriver. Alors, le second problème épistémologique auquel se heurte le concept de multivers, et qui est sans doute plus sérieux que le précédent, c'est celui de sa réfutabilité. Alors, le concept de réfutabilité a été approfondi dans les années 1930 par le célèbre philosophe des sciences Karl Popper, voilà, pour qui, en fait, le principe selon lequel l'accord avec l'expérience serait l'unique critère de vérité d'une théorie scientifique, ça ne suffit pas, dans la mesure en fait où aucune expérience cruciale permet de véritablement confirmer un énoncé. Et donc Popper a proposé le critère de réfutabilité plutôt que celui de vérifiabilité pour caractériser donc non pas la vérité, mais la survie d'une théorie scientifique. Ça veut dire qu'en fait, un énoncé n'est scientifiquement viable que s'il lui correspond une observation ou une expérience susceptible, non pas de le confirmer, mais de le contredire. Alors par exemple, la théorie darwinienne de l'évolution est réfutable. Il suffirait par exemple de découvrir, disons, des lapins fossilisés datant du précambrien pour l'invalider complètement. De la même façon, le modèle du Big Bang, il est réfutable, puisqu'il suffirait de retrouver une étoile plus ancienne que l'âge de l'univers, tel qu'il est calculé dans le modèle du Big Bang. Voilà. Bon, mais ce n'est pas parce que ces deux théories n'ont pas été réfutées qu'elles en sont pour autant prouvées. Donc, la réfutabilité, c'est une manière de rejeter les énoncés scientifiques qui ne peuvent pas se confronter à l'expérience. Alors, ceci dit, la position très rigoriste en fait, de Popper a eu par la suite un très grand impact en philosophie des sciences, au point que, même si d'autres conceptions épistémologiques plus souples se sont élevées contre celles de Popper, eh bien, dans l'esprit de la plupart des chercheurs actuels, la non-réfutabilité d'un modèle ou d'une théorie, ça reste quand même un signal d'alerte, en quelque sorte, épistémologique. Puis il est quand même intéressant de noter que ce débat sur la réfutabilité du multivers dans la théorie des cordes a dépassé le simple enjeu de l'habituelle et salutaire en confrontation scientifique pour aboutir à des échanges virulents, et je dois dire pas toujours honorables, entre d'éminents physiciens d'avis opposés, comme par exemple Lise Moline et Leonard Susskind. En fait, ce qui est débattu là, c'est pas le multivers en soi, mais le cadre théorique lui-même, c'est-à-dire à savoir le paysage cosmique de la théorie des cordes. Et on constate d'ailleurs que les multivers très différents de la mécanique quantique, ou des cosmologies inflatoires, ou de la gravité en boucle, n'ont pas particulièrement fait l'objet de débats quant à leur réfutabilité. Alors en France, le chercheur Aurélien Barraud, c'est un fervent défenseur du concept, selon lui générique, de multivers. Alors c'est pour des raisons d'ailleurs plus philosophiques que techniques, je pense. Voilà. Il soutient que toute théorie de multivers scientifiquement intéressante est capable de faire des prédictions sur notre propre univers, lesquelles peuvent donc être testées expérimentalement. Alors, si la théorie passe les tests, elle gagne en crédibilité, et le multivers qu'elle le prédit aussi, et si elle échoue, elle est réfutée. Et donc, en ce sens, les théories de multivers seraient réfutables. Voilà. Alors, le raisonnement semble un peu spécieux. D'abord, il faudrait savoir définir les multivers qui sont plus scientifiquement intéressants que les autres. Par exemple, les multivers qui abritent nécessairement un univers exactement semblable au nôtre. Voilà. Alors, sur ce point-là, certains modèles très spécifiques issus de la théorie des cordes, puisqu'il y en a un nombre gigantesque, sont d'ores et déjà éliminés parce qu'ils ne contiennent absolument pas d'univers pouvant ressembler au nôtre.
Ensuite, n'importe quelle preuve expérimentale que l'on pourrait recueillir sur notre univers sera ipso facto toujours compatible avec tel ou tel de ces multivers scientifiquement intéressants. Pourquoi? Parce que de même qu'il n'y a aucune limite au nombre d'univers possibles, il n'y a apparemment aucune limite au nombre même de multivers possibles. Voilà, donc cette attitude des théoriciens de multivers, elle avait été en fait déjà décrite de façon frappante, même si c'était dans un tout autre contexte, par Aristote. Dans son traité du ciel, il a écrit la chose suivante. Il ne cherche pas à édifier les théories et les causes pour rendre compte des faits observés, mais il sollicite les faits pour les faire entrer dans certaines théories et opinions qui leur sont propres, et il s'efforce seulement de les y accommoder. Ils puisent leurs convictions non pas dans les faits, mais plutôt dans le raisonnement. Fin de citation. Alors, parvenu à ce stade un peu de confusion épistémologique, on peut se demander finalement pourquoi il faudrait se donner tant de mal pour prouver la vérifiabilité ou la réfutabilité des modèles de multivers. Et pour continuer à travailler sereinement, est-ce que ça ne suffirait pas finalement d'adopter la position épistémologique qui a été prônée par le philosophe des sciences Paul Feyerabend, position qui consiste en fait à rejeter toute méthodologie prescriptive, disons. Selon Feyerabend, en fait, la science progresse au cours de son histoire en usant de toutes les méthodes disponibles pour imposer une théorie ou une autre, de sorte que finalement, la seule règle méthodologique valide pour définir l'avancée des sciences, c'est ce qu'il appelle l'anarchisme épistémologique, qui peut se résumer par la simple formule « tout est bon ». Voilà. Et donc c'est dans cet ordre d'idées que se place le concept de multivers mathématique, avec lequel donc je vais conclure ce chapitre. Dans un ouvrage de 1986, intitulé « De la pluralité des mondes », le philosophe américain David Lewis a avancé l'hypothèse de ce qu'il appelle le réalisme modal. Donc l'hypothèse selon laquelle tous les mondes possibles existent effectivement sous forme d'univers déconnectés. Alors c'est une sorte de réminiscence de l'ensemble de tous les mondes possibles qui avait jadis été invoqué par Leibniz, je l'ai mentionné dans la vidéo précédente. Alors les raisons qui ont conduit Lewis à promouvoir ce réalisme modal étaient quelque peu différentes de celles qui sont généralement avancées par nous les physiciens. Alors les mondes de Lewis concernent en fait la reconstruction du sens commun. Lewis dit que dans le sens commun, eh bien en fait, nous manipulons des jugements conditionnels mais contrefactuels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils auraient pu avoir lieu, mais ils ne se sont pas déroulés. Et en fait, ils ont des valeurs de vérité. Alors par exemple, comment expliquer la valeur de vérité d'un jugement qui tombe sous le sens commun? Par exemple, donc, si j'avais lâché le verre, il serait tombé. Alors qu'en fait, ça ne porte pas sur quelque chose d'observable. Alors Lewis soutient que sa valeur de vérité dépend des autres mondes possibles où on a lâché le verre. Alors il y en a une infinité évidemment, mais si l'on définit une sorte de mesure de proximité entre tous ces mondes possibles, on dira que c'est le fait que dans les mondes les plus proches, le verre se casse, qui donne valeur de vérité au jugement contrefactuel qui a été donc énoncé initialement dans le monde où le verre n'est pas tombé. Alors les mondes possibles de Lewis sont donc construits et structurés en termes de proximité pour analyser la logique du sens commun. Donc ils n'ont rien à voir avec les univers décorrélés les uns des autres des multivers de la physique. Donc ces derniers sont généralement présentés en termes d'un nombre inconcevablement grand, mais en général fini d'univers. Bon, on l'a vu par exemple, le nombre d'univers associé à la théorie des supercordes, c'est au moins 10 puissance 500. C'est un nombre tellement colossal qu'à côté de lui, je l'ai déjà dit, le nombre d'atomes dans notre univers observable est absolument ridicule, insignifiant. En plus, à mesure que la théorie des cordes a progressé,
si tant est qu'elle progresse dans la bonne voie, ben, elle découvre de plus en plus de variantes. Aujourd'hui, on parle de 10 puissance 100 000, et peut-être même finalement, elles sont en nombre infini. D'ailleurs, Alan Guth, qui est l'un des pères du modèle d'inflation, lui, il en est convaincu. Il dit que lorsque l'inflation a commencé, elle n'aurait pas créé un seul, mais une infinité d'innombrables univers. Bon. L'orwellisme modal, qui est soutenu par Lewis, donc, met en jeu, lui, tous les mondes possibles. Et cette fois-ci, le tous correspond à un infini qui est peut-être même pas dénombrable. Je rappelle, hein, le dénombrable, c'est l'infini le plus bas, qui est l'infini des nombres entiers. Par exemple, l'infini des nombres réels n'est pas dénombrable, il est incroyablement plus riche. Or, le multivers ultime, qui est prôné par Tegmark, entre dans cette catégorie. C'est-à-dire que selon lui, toutes les structures mathématiques se réaliseraient en termes d'univers physique, ce qui finalement peut se résumer par une équation simplissime, mathématique égale physique. Bon, alors par exemple, hein, les équations d'une théorie du tout, que ce soit la M-théorie ou toute autre théorie imaginable, elles ne sont que des structures mathématiques parmi d'autres. Simplement, elles sont suffisamment compliquées pour nous laisser beaucoup de temps d'y réfléchir. Voilà. Et donc, le multivers mathématique, ben, c'est le multivers ultime, parce qu'en fait, il contient nécessairement tous les multivers de toutes les théories possibles de la physique. Alors, on noterait que le multivers mathématique élimine la nécessité d'expliquer pourquoi on vit dans une réalisation particulière. Ben, l'existence d'un univers hospitalier à l'homme, disons, ben, c'est un hasard dont il n'y a pas lieu de s'étonner. On n'a pas besoin de réglage fin. Il s'agit d'une simple conséquence statistique, puisque parmi le nombre infini d'univers, ben, le nôtre doit simplement exister, tout comme il se trouvera toujours quelqu'un pour tirer les 6 bons numéros du loto, s'il y a suffisamment de personnes qui ont joué. D'ailleurs, bon, si vous vous intéressez au loto, on peut calculer facilement que si tous les êtres humains jouaient au loto sur Terre, ben, il y aurait à chaque tirage plus de 1000 gagnants. Alors, à première vue, le multivers mathématique semble contredire en fait le sacro-saint principe de simplicité. On appelle aussi le rasoir d'Occam, en hommage en fait à ce théologien anglais, Guillaume d'Occam, au XIVe siècle, pour qui en fait il était inutile d'accomplir un plus grand nombre de moyens, ce qu'un nombre moindre de moyens suffit à produire. J'espère que vous avez suivi. Donc le principe de simplicité a souvent joué un rôle de guide dans l'histoire des sciences pour trier des modèles et des théories en compétition. Mais bon, l'intuition peut facilement nous égarer dans la recherche de qu'est-ce que c'est vraiment la simplicité. Bon, l'ensemble de toutes les équations de la théorie des cordes, c'est en un certain sens plus simple que n'importe laquelle de ces solutions particulières, tout simplement parce qu'elle présente davantage de symétrie, fait appel à moins de paramètres libres, etc. Alors je dois dire que la thèse de Tegmark sur le multivers mathématique est considérée par de nombreux physiciens théoriciens, dont je suis, comme purement fantaisiste et mathématiquement inepte. Voilà. Par exemple, Tegmark invoque le concept de mesure sur l'espace des structures mathématiques possibles, sur à quoi personne n'a pu donner de sens mathématique défini. Voilà. Mais bon, l'humour et la fantaisie ne doivent pas être nécessairement négligés dans ces affaires. Martin Rees, que j'avais cité dans la vidéo précédente, il a comparé qui est assez adepte du principe anthropique, a comparé le multivers à une sorte de grand magasin de vêtements. C'est-à-dire que si le choix est suffisamment grand, eh bien, nul ne sera surpris de trouver quelque chose qui lui va. Voilà. En ce sens, on aurait trouvé notre propre univers. Voilà. Bon, pour ma part, je conclurai en fait cette vidéo en renvoyant le lecteur à Fontenelle. Alors, vous vous souvenez peut-être, il délivre en charmante compagnie ses entretiens sur la pluralité des mondes. Et il hésitait à jurer que cela fût vrai, tout en disant aimer à le tenir pour vrai, pour le simple plaisir qu'il avait à le croire. Et qu'est-ce que lui a répondu la jolie marquise ? Elle lui a répondu, eh bien, puisque votre folie est si agréable, donnez-la moi. Je croirai sur les étoiles tout ce que vous voudrez, pourvu que j'y trouve du plaisir. À bientôt.